Aujourd'hui, monsieur le professeur François Georgeon est notre invité à propos de son nouveau livre Au pays du raki, le vin et l'alcool de l'Empire ottoman à la Turquie d'Erdogan. Alors, on va bavarder avec monsieur Georgeon un petit peu à propos du livre. Et salut, je vais te dire François parce qu'on se connaît depuis peut-être 40 ans. Hein, et Georgeon, d'abord, bravo pour le nouveau livre. Et alors, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Il y a 2 jours et tout de suite, j'ai arrangé cet entretien avec toi. Et alors, je savais déjà que tu t'intéressais bien à la vie quotidienne, soit pendant l'Empire ottoman, mais aussi pendant la Turquie contemporaine. Mais tu avais déjà écrit sur le café, etc. Mais c'est très provocatif qu'on voit un livre Rakı'nın ülkesinde ou bien au pays du Raki. Peut-être ça pourrait mieux de traduire Rakı'nın gölgesinde, à l'ombre du Raki, etc. Alors, je vais te demander d'abord pourquoi ce livre. Pourquoi ce livre? Parce que, en fait, pour, disons, je dirais 2 raisons ou 3 raisons. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ce qu'on peut appeler la question des sociabilités dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire aux moments et aux occasions pendant lesquelles les gens se retrouvent ensemble, hein, c'est-à-dire où ils constituent un public, en quelque sorte, et qui transcende aussi les différentes communautés, c'est-à-dire où peuvent se retrouver les musulmans et les non-musulmans. Donc, je m'étais intéressé à ça, et c'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'il y a quelques années, j'avais travaillé sur les cafés, c'est-à-dire des lieux de rencontre. L'alcool, c'est un élément qui fait se rencontrer les gens, c'est-à-dire on ne boit pas seul généralement dans l'Empire ottoman, mais on boit ensemble. Et donc dans des lieux qui s'appellent les meyhanès, généralement dans les meyhanès. Donc c'était pour les sociabilités. Mais il y avait une autre raison aussi, c'est que je m'intéresse à ce qu'on peut appeler la transgression, c'est-à-dire comment est-ce que les règles, les lois sont dépassées par des gens. Nous avons un anthropologue en France qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'amour de la loi dans l'islam. En réalité, ça s'appelle L'amour de la loi. Et alors, il y a un amour de la loi, mais il y a aussi un plaisir de transgresser la loi, de la dépasser. Et c'est ça qui m'intéressait. Il y a quelques années, j'ai publié un livre sur le Ramadan, qui a d'ailleurs été traduit également en turc. Et c'était aussi un intérêt à la fois pour les sociabilités, parce que le Ramadan est un mois pendant lequel les gens se regroupent, forment une sorte de collectivité, un groupe, et d'autre part, parce qu'il y avait aussi le problème de la transgression, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, ne jeûnent pas pendant le Ramadan, donc ils transgressent la loi islamique. Et bien de même, et bien que ce soit bien sûr tout à fait différent, et bien dans la question de l'alcool, il y a aussi cette question de transgression. Puis il y a une question peut-être un peu plus personnelle, c'est que quand j'ai habité en Turquie pendant longtemps, c'est-à-dire à la fin des années 1970, qui étaient des années très troublées, comme tu le sais très bien, eh bien le grande distraction, le grand loisir qu'il y avait, c'était au fond ces soirées entre amis. Ces soirées autour d'un verre de raki qui duraient très longtemps, qui étaient avec tout un rituel, les mésés, la conversation, éventuellement les gens se mettaient à chanter, à danser, et c'était une forme de sociabilité qui était assez différente pour moi de ce que je connaissais en France, où d'abord c'est plutôt le vin, et c'était assez différent. Donc ça m'a intéressé, et depuis longtemps j'accumulais de la documentation sur l'histoire de l'alcool. Et puis il y a ce paradoxe, disons que on a dit que effectivement le raki était la boisson nationale en Turquie, est un pays qui est quand même
majorité, disons, composée d'une population musulmane. Donc, tout ça était très intéressant et très intriguant. Il fallait essayer de creuser tout cela. Et bon, j'ai accumulé effectivement une bonne documentation. Et puis, avec la retraite, eh bien, je me suis dit qu'il fallait l'utiliser. Et voilà comment ce livre est né. Voilà. Ok, quand tu parlais de deuxième point, c'est l'islam et l'alcool. C'est quand on lit le livre, alors on observe bien l'aventure de cette dichotomie, comment on peut dire. L'islam et l'alcool, c'est pas compatible, mais la Turquie ou l'Empire ottoman est un territoire largement musulman, mais l'alcool, soit du vin, soit de raki, soit de la bière, etc. Après, ça existait toujours. Quelquefois, c'est interdit. Quelquefois, pas interdit, mais illégitime, etc. Alors, ici, il y a plein de choses, plein de raisonnements ou bien plein d'explications, mais comment tu peux nous dire cette vraiment extraordinaire liaison de l'islam et l'alcool dans l'expérience de l'Empire ottoman et la Turquie contemporaine. Alors d'abord, ça n'a pas commencé, la relation entre l'islam et l'alcool n'a pas commencé avec l'Empire ottoman. Hein. Elle commence avec l'islam même, c'est-à-dire au 7e siècle. Déjà, l'islam est confronté au problème de l'alcool parce qu'il y a dans les lieux saints, à la Mecque et à Médine, au Hejaz, il y a des gens qui boivent de l'alcool, soit des chrétiens et des juifs, soit des musulmans qui boivent, par exemple, du vin de palme. Il n'y a pas que le vin de raisin qui est concerné. Alors le Coran, il est ambigu sur la question de l'alcool. Il est ambigu parce que il le condamne, en particulier, ce qu'il condamne, en fait, c'est khamr, c'est-à-dire le vin. Hein. Mais les autres alcools, bien sûr, on ne les connaissait pas à l'époque. Il n'y avait pas de raki, il n'y avait pas d'alcool de fruits ou de choses comme ça. Il n'y avait pas de distillation, je veux dire. Donc, il y a des alcools ensuite qui sont apparus et qui ne rentrent pas dans la catégorie khamr. Voilà. Et alors, dans un des versets du Coran, il est dit que le vin est quelque chose de bon, hein, que c'est bon profitable pour la santé. Et puis, il est évident que Mahomet a vu les effets de l'alcool, disons, de l'alcoolisme, etc., et que finalement, il a condamné complètement le vin. Il est comme quelque chose de satanique, hein, c'est ce qui est dit dans le Coran. Ensuite, entre les débuts de l'islam et l'Empire ottoman, il y a 7 siècles. Hein, on passe du 7e au 14e siècle. Et pendant tous ces siècles, évidemment, il y a déjà une relation qui se met en place entre islam et alcool, en particulier chez les Persans. Et chez les Persans, eh bien, il y a une tradition dans la cour des souverains persans, eh bien, de boire du vin assez largement. Et la poésie persane classique est remplie d'éloges du vin. D'autre part, les Turcs anciens, avant l'islamisation, ils utilisaient du vin en Asie centrale, ils le buvaient, c'était pas interdit. Puis il y a un troisième facteur, c'est que l'Empire ottoman s'installe sur les territoires byzantins, comme tu le sais, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, l'émirat ottoman en Bithynie, c'est-à-dire dans l'angle nord-ouest de l'Anatolie, conquiert les territoires byzantins. Or, Byzance, c'est vraiment le pays de la vigne et du vin, c'est-à-dire que le vin joue un rôle très important, à la fois dans le culte orthodoxe, dans la religion elle-même, et également dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, voilà. J'ai fait remarquer dans mon livre aussi que lorsqu'on regarde une carte, des historiens ont pu faire une carte de l'extension des vignobles, du vignoble, de la vigne, au XVIIe siècle, et l'extension de l'Empire ottoman.
ça nous le connaissons, à sa plus grande grandeur, lorsqu'il s'étendait de la Hongrie jusqu'à la Tunisie, jusqu'à l'Algérie et puis également la mer Rouge. Eh bien, en fait, ces deux cartes correspondent assez bien. C'est ce qui fait que l'Empire ottoman, c'est, comme je l'ai dit dans le livre de manière un petit peu provocatrice et paradoxale, c'est aussi un empire de la vigne. Alors, de la vigne pour consommer le raisin, etc., pour faire du pekmez, pour faire des choses comme ça, mais aussi parce que les non-musulmans, fort nombreux, les Grecs, surtout les Grecs, mais aussi les Arméniens et d'autres communautés non musulmanes, eh bien, produisaient du vin. Ils avaient le droit dans l'Empire ottoman d'en produire, ils avaient le droit d'en consommer, ils pouvaient en vendre, mais avec évidemment des restrictions, c'est-à-dire normalement ne pas en vendre aux musulmans. Mais dans la réalité, eh bien, le côtoiement de ces religions différentes, les gens vivaient les uns à côté des autres, il y avait beaucoup d'échanges, et inévitablement, bien sûr, des musulmans ont adopté l'habitude de boire, qu'ils avaient d'ailleurs donc avant l'Empire ottoman. Donc l'histoire est complexe, elle ne commence pas avec l'Empire ottoman, il y a déjà une sorte de jurisprudence qui existe entre l'islam et l'alcool, et l'Empire ottoman, du fait de deux choses, disons, de sa composition ethnique très mélangée, avec beaucoup de non-musulmans, et d'autre part, d'une certaine souplesse législative, et en particulier le fait en dehors de la charia, l'Empire ottoman avait des décrets sultaniens, ce qu'on appelle les kanun-nameh, et il avait une législation un petit peu plus souple généralement, par exemple, souvent plutôt que des supplices ou bien des traitements corporels, eh bien, il infligeait des amendes quand des gens étaient pris à boire ou à faire des délits de tel ou tel type. Donc, voilà comment, dans quelles conditions historiques, si tu veux, l'alcool, le vin d'abord, ce qu'on appelle la boza, qui est une espèce de bière de millet ou de céréales, et ensuite le raki un peu plus tardivement vers le XVe siècle. Eh bien voilà comment finalement s'est développé une production, un commerce et une consommation assez important dans cet empire qui était musulman. Et dans ce concept-là, je veux te demander d'ouvrir une petite parenthèse à propos des derviches. Alors, ce qui est très frappant quand on lit le livre, alors pendant une certaine période de l'Empire ottoman, les deux grands consommateurs buveurs de l'alcool, ce sont des yeniçeri et des derviches. Alors, c'est tout à fait des autres choses, mais les deux en même temps, ils buvaient bien. Et les derviches, alors ce sont les derviches réels, je veux dire, ils s'occupent de l'islam mystique, etc. Mais d'un côté, ils sont des derviches musulmans, de l'autre côté, ils sont des buveurs. C'est vraiment très frappant parce qu'on ne voit pas beaucoup, par exemple, pendant la Turquie contemporaine, le tasawwuf ou le soufisme actuel, et il n'y a pas de l'alcool, il n'y a plus de l'alcool. Alors le vin au départ, oui, a été adopté par certaines confréries, parce que en fait, il donnait l'ivresse et il mettait dans un état d'extase. Donc en principe, le vin permet un accès à l'ivresse et à l'ivresse de Dieu, si tu veux. Donc voilà. Mais en réalité, bon, il y a une ambiguïté également là-dedans, c'est-à-dire que entre l'ivresse de Dieu et pour accéder à Dieu et l'ivresse proprement dite, le goût du vin, etc. Bon, finalement, une confrérie comme les Bektashi est devenue effectivement une confrérie où dans les rites, eh bien, on utilisait du vin. C'était l'objet de plaisanterie. Comme tu sais, il y a beaucoup de fokar sur les Bektashi où on s'amuse de leur usage du vin. Et mais c'était aussi la même chose finalement un petit peu
pour le café. Le café qui donne pas vraiment une forme d'ivresse, mais qui maintient en veille, qui empêche le sommeil et qui a été au départ consommé par des confréries. On le sait très bien. Les soufis aussi ont fait usage du café pour rester éveillés et pour pouvoir plus longtemps se consacrer à Dieu. Donc le vin aussi permet une sorte d'extase, d'ivresse, on peut le dire, et donc il a été adopté par certaines confréries. Et les janissaires aussi, comme tu dis. Alors c'est intéressant parce que les janissaires et les Bektashi sont relativement populaires, c'est-à-dire qu'ils sont liés, disons, à la population des esnafs, des artisans, du menu peuple, et d'une certaine façon, ils rejoignent un type de consommation qui est celui du bas peuple, du petit peuple, si tu veux, dans les ports, dans des tavernes qui étaient souvent assez malfamées. Donc on rejoint cela. Il y a un autre type de consommation aussi qui est celle des classes supérieures de la société, de l'aristocratie ottomane, autour du palais, etc., où l'on buvait, alors avec toute une culture très développée. Et il y a, sur ce plan-là, on a beaucoup de témoignages selon lesquels les gens des classes supérieures légitimaient leur consommation en disant « nous savons boire, nous avons la culture pour boire, et donc, mais par contre, en fait, ce qui est interdit, c'est l'alcool pour les gens qui ne savent pas boire. » Et on trouve cet argument tout au long de l'Empire ottoman, c'est assez intéressant. Les élites disent nous avons le droit de boire parce que nous savons boire, c'est-à-dire nous savons éviter l'ivresse, l'ivrognerie, tandis que les classes populaires, eh bien, ne savent pas et ont une consommation de l'alcool qui mène à l'ivrognerie, à l'ivresse, au tapage, au crime, au délit, etc., à toutes sortes de choses. Voilà, c'est très intéressant de voir comment il y a une légitimation des élites en disant non, mais non, ça ne nous concerne pas. Nous, l'interdiction de l'alcool, c'est pas pour nous. Voilà. Et alors, la grande question, c'est à propos de titre. Alors, au titre, il y a Au pays du raki, mais dans le livre, le raki est toujours un secret. On ne sait pas la véritable histoire de raki. Alors, peut-être, alors c'est un secret toujours. On parle du vin et du boza. Je ne savais pas que le boza était une sorte de alcool, etc. Mais l'histoire de boza est très intéressante. Et après, le raki vient, mais on ne sait pas vraiment comment, etc. Et le raki domine l'art alcoolique de l'Empire ottoman peut-être, mais surtout de la Turquie contemporaine. C'est quoi le secret de raki? Ça vient d'où et comment? Alors, un mot sur la boza, parce que c'est très intéressant. C'était un alcool populaire. Enfin, il y avait deux types de boza. Une boza alcoolisée, c'est-à-dire légèrement fermentée, et puis une boza non alcoolisée. La boza alcoolisée, c'était assez populaire parce que c'était pas cher. L'alcool fermenté, il est facile à produire, surtout avec des céréales dont la Turquie, enfin l'Empire ottoman est couvert en abondance. En ce qui concerne le raki, j'ai parlé d'un peu du mystère du raki. En réalité, moi, je ne sais pas. J'avoue très honnêtement que je ne sais pas très bien d'où vient le raki. J'ai un petit peu l'hypothèse que ce serait venu par les Balkans, mais c'est pas du tout quelque chose qui est prouvé. C'est-à-dire par la distillation, qui est des procédés de distillation qui étaient très développés en Italie. Mais bon, c'est une hypothèse. En tout cas, dans nos textes qui sont ça, on connaît bien. On le voit vers le XVe siècle. Il apparaît vers le début du XVe siècle. Bon. Il reste assez discret, je dirais, jusque vers le début du XIXe siècle. C'est-à-dire, d'abord, il est plus cher certainement que le vin. La distillation, c'est un procédé qui est plus compliqué, bien sûr, que la fermentation. La fermentation, c'est un procédé naturel. Il suffit de laisser les choses, voilà, pratiquement. La distillation, c'est plus compliqué. C'est un petit peu, disons, l'hypothèse que j'ai faite dans ce livre, c'est que le raki vraiment ne se développe comme boisson de consommation
qu'à partir du 19e siècle, et en gros à partir des réformes des Tanzimat, c'est-à-dire les années 1830, l'époque de la fin du règne de Mahmoud II et le début des Tanzimat, donc à partir de 1839. Et très rapidement, puisque vers la fin du 19e siècle, il y a une revue dont je parle, la revue commerciale du Levant, c'est une revue française qui dit que le raki est une boisson nationale. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, parce que c'est avant la République, c'est avant la Turquie, etc. Alors, comment ça se fait? Pourquoi? Etc. Je pense qu'il y a d'abord des questions techniques, d'alambic sur lesquelles j'ai pas du tout trouvé de documentation, de modernisation, voilà, qui se produit en même temps en Europe. Mais je ne sais pas comment elle passe dans l'Empire ottoman. Mais je pense que probablement le facteur le plus important, c'est le facteur politique. C'est-à-dire que les nouveaux bureaucrates de l'époque des Tanzimat, ceux qui sont formés avec des matières nouvelles, modernes, d'administration, etc., dans leur processus de modernisation, eh bien, ils considèrent aussi que boire de l'alcool, ça fait partie, pour être moderne, pour faire, comme on utilisait le mot à l'époque, civilisé, c'est-à-dire appartenir à la médaniette, à la civilisation. Et donc, il y a mon hypothèse, c'est un petit peu que à la fois chez ces bureaucrates des Tanzimat, il y a un désir à la fois de modernité et en même temps d'identité. Ils veulent rester ottomans et on le voit dans les réformes d'habillement. Hein, on sait que à partir de l'époque de Mahmoud II, on adopte le costume européen, c'est-à-dire la redingote, hein, mais on garde le fez comme couvre-chef national. Eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai vu comme un petit peu parallèle dans le domaine de l'alcool, c'est-à-dire on se met à boire de l'alcool parce que c'est moderne, etc. C'est une façon d'afficher son identité d'homme moderne, et en même temps, le raki est une boisson indigène, locale, autochtone, c'est-à-dire qui est produite et qui est fabriquée dans l'Empire ottoman. C'est pas un alcool importé, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, comme la bière qui se développe au 19e siècle et qui est restée pendant assez longtemps quelque chose qui était un petit peu comme venant de l'extérieur, comme une marque un petit peu extérieure. Le raki, lui, il est vraiment ottoman. Hein, tu vois ce que je veux dire. Et donc, et l'on voit à ce moment-là la consommation de raki qui augmente. Et s'il fallait donner une date plus précise, je dirais c'est à partir des années 1860. Hein, en gros, que je vois le raki s'installer dans des meyhaneh, justement, mais chic, c'est-à-dire pas les meyhaneh des ports, des tripots, comme on dirait en français, où il y avait des événements pas sympathiques, etc., toute une population, etc. Là, au contraire, ça devient le lieu de rencontre d'intellectuels, de journalistes. C'est un nouveau métier à cette époque-là, le journaliste, de bureaucrates, justement, de mémourges de la Sublime Porte, dans les ministères, etc. Ils étaient nombreux. Ensuite, il y a les médecins, les avocats, les nouvelles professions libérales, et toute cette classe moyenne musulmane rejoint un petit peu les Grecs, les Arméniens, les Juifs qui consommaient, eux, du vin, plutôt pour les Grecs, par exemple, mais aussi du raki, etc. Donc, il y a un phénomène de classe là qui se produit, de classe moyenne supérieure, je dirais, et qui adopte le raki. Et ce qui me paraissait intéressant, ce sur quoi j'ai insisté, c'est que c'est quelque chose qui se passe bien avant la République. Parce que souvent on dit c'est la République, Mustafa Kemal qui était, comme on le sait, un bon buveur, un amateur de raki, comme beaucoup de ses contemporains. Hein. Il y avait rien de particulier à ce point-là. On dit que c'est à ce moment-là que le raki, non, en fait, que c'est le raki s'est développé, etc. En fait, je suis sûr que c'est au moins un demi-siècle avant la République, que le raki se diffuse. Alors bien sûr, il y a des gens qui luttent contre, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a les oulémas, puis ensuite il y a des médecins formés à la médecine moderne qui sont pas d'accord, qui disent l'alcool c'est dangereux, l'alcoolisme c'est une maladie nouvelle, etc. Il faut lutter contre ça. Mais malgré tout,
on voit bien que même sous un sultan comme Abdulhamid, qui est un petit peu qui essaie un petit peu de restaurer une moralité islamique, on le sait bien. Au fond, la consommation de raki parmi les élites urbaines et les classes moyennes urbaines, hein, bien sûr, de l'Empire, c'est largement développé. Et au début du XXe siècle, ça devient quelque chose de... Ce n'est plus... Il y a toujours une sorte d'interdit qui pèse, mais en réalité, c'est quelque chose qui est pratiquement admis, hein, dans la société ottomane. Je vais poser la question à Atatürk et le Rakı à la fin, mais avant de venir à Atatürk, je vais poser la question à propos des sultans et vis-à-vis l'alcool. Il y a des sultans qui sont très fâcheux de l'alcool, qui interdisent. Il y a des sultans qui boivent et interdisent. Il y a des sultans qui boivent et n'interdisent pas, etc. Il y a plusieurs catégories de sultans. C'est quoi ça? Ça dépend des conjonctures ou bien ça dépend des personnalités de ce sultan-là? Comment tu analyses l'attitude différente des sultans vis-à-vis de l'alcool? Je pense que ça dépend, comme tu as dit, de deux facteurs. En fait, effectivement, il y a un facteur conjoncturel. Il y a l'esprit du temps qui peut expliquer cela. Et puis il y a le rôle des personnalités. Par exemple, il y a un des exemples les plus intéressants, c'est le fils de Soliman le Magnifique, Selim II. Soliman le Magnifique était un sultan qui, à la fin de sa vie, est devenu assez austère, qui a commencé à mener une vie très très réglée selon les normes de l'islam, en particulier sous l'influence du cheikh l'islam Ibn Saoud, hein, on le sait. Et puis son fils, Selim II, au contraire, alors est-ce que c'est une réaction contre son père? Est-ce que c'est je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il était connu. D'ailleurs, il s'appelle dans Mest Sultan ou bien Sarosh Sultan. Il est connu dans l'histoire sous ce titre. Donc, lui, là, je pense que c'est surtout une question de personnalité qui joue. Mais en même temps, il maintenait des interdictions éventuellement que son père avait déjà imposées dans l'Empire. Donc, il y a la question de boire au palais, qui est une chose. Beaucoup de sultans buvaient un petit peu ou étaient assez libres sur ce plan-là. Et il y a la question aussi des interdictions au dehors. Il s'agit d'empêcher les autres. Alors, conjoncture, oui, alors c'est très net au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a un climat qui est lié à la situation de l'Empire, qui devient un peu compliqué. Il y a un climat, disons, conservateur, on dirait peut-être réactionnaire aujourd'hui, et notamment sous l'influence de ce qu'on appelle les Qadizadeh, les Qadizadeh, pardon, excuse-moi, c'est tout un groupe, je vais être obligé de répondre parce que j'ai un trou de mémoire, mais enfin, ça se trouvera dans le livre, donc, tout un groupe influent d'oulémas et qui, finalement, sont contre l'alcool et qui sont pour un retour un petit peu fondamentaliste à l'islam. Et c'est-il à la fin, bon, excuse-moi, bon, enfin, on va retrouver ça, et qui sont donc pour une application plus stricte de la loi musulmane, et ils influencent en particulier deux sultans, Mourad IV et Mehmed IV, au XVIIe siècle. Et là, il y a probablement les épisodes les plus durs contre l'alcool, avec des exécutions, hein, de buveurs ou de gens en train de faire le commerce de l'alcool, avec des envois aux galères. Là, la prohibition est devenue à certains moments extrêmement rigoureuse, mais bon, c'est un grand empire et avec des façades maritimes qui permettent aussi la contrebande, toutes sortes de procédés. Les prohibitions ont été
très dur. Les buveurs et ceux qui faisaient commerce encouraient beaucoup de risques, y compris les non musulmans. Mais malgré tout, il y avait toutes sortes de les buveurs ont fait ce que j'appelle de la résistance, c'est-à-dire ils se sont débrouillés, ils se sont cachés, ils ont fait du marché noir, ils ont utilisé la nuit pour boire parce que la nuit et surtout à l'époque ottomane, il n'y avait pas d'éclairage public, au moins jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc on buvait la nuit, on se cachait, on se déguisait. Éventuellement, des musulmans se déguisaient en non-musulmans pour pouvoir se livrer à leur boisson favorite. Donc il y a eu des lois de répression très dures, mais ensuite, en même temps, je veux dire, il y a eu des résistances. À partir de les dernières, d'après ce que je crois, les dernières interdictions générales datent de Sélim III, c'est-à-dire au début, à la fin du XVIIIe siècle, donc au tout début de son règne. Lui aussi, il veut un retour à une certaine moralité, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, en réalité, pour une raison qui a été presque toujours la même et qui a fait que les interdictions n'ont pas tenu, c'est des raisons fiscales. C'est-à-dire que l'alcool, ça rapporte. Le vin, la boza, le raki, la bière, ça rapporte parce qu'il y a des taxes sur la production, sur le commerce et sur la consommation. Moi, je rentre pas dans le détail de ces taxes, mais certains calculs ont été faits et montrent qu'elles jouent un rôle très important dans le budget de l'Empire. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une tension au niveau de l'État entre le désir de faire respecter la loi religieuse, donc d'être moral, si tu veux, et d'autre part, le désir d'avoir des revenus. Il y a des guerres qui coûtent cher, il y a des réformes qui coûtent cher. Par exemple, Sélim III entreprend de grandes réformes que l'on connaît bien. Nizam-i-Djedid, il veut réformer l'armée, et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, il abandonne cette question de la prohibition. Il a besoin d'argent pour ses réformes. Et la prohibition qu'il a décrétée au début de son règne, c'est-à-dire en 1789-90, eh ben, au bout de 2 ou 3 ans, c'est fini. C'est-à-dire qu'on retourne à un régime de tolérance, si tu veux, ou de contrôle, mais voilà, c'est terminé. Des historiens disent que Mahmoud II, lui aussi, au début de son règne, a fait fermer tout. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais enfin bon, à partir du règne de Mahmoud II, c'est différent parce que on passe d'un régime d'interdiction ou même de destruction des tavernes à un régime de contrôle. Il y a un universitaire turc qui a écrit des choses très intéressantes, Irsan Erdinçli, qui est de l'université de Karadeniz, et il montre bien comment on passe de yasak à contrôle, d'une interdiction à un contrôle. C'est-à-dire on se met à contrôler les tavernes et y envoyer des espions, par exemple, pour savoir un peu ce qui se dit dans les tavernes. Mais de ce point de vue-là, c'est assez curieux parce que les tavernes, sur le plan politique, étaient parfois considérées comme moins dangereuses que les cafés. Parce que dans les cafés, il y avait la discussion politique. Le café, ça fait parler. Les gens discutent de politique, etc. Et dans les tavernes, c'est plutôt, on recherche aussi, on parle, mais on recherche le caïf. Et en un sens, c'est moins dangereux que ce qu'on appelle le devlet sorbeti, c'est-à-dire la conversation de l'État. Donc, alors à partir de l'époque de Mahmoud II, donc il y a une tolérance qui est plus grande, et puis il y a les Tanzimat, donc avec leur idéologie malgré tout plus libérale. Hein, et ça se reflète dans la législation, dans les pratiques de l'État à l'égard des buveurs et des producteurs. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on arrive à une consommation qui devient beaucoup plus ouverte. Il y a la bière qui apparaît, la bière telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui apparaît dans l'Empire vers 1840 à peu près, qui va se développer assez rapidement. Et la bière, il y a toujours un statut un peu spécial parce qu'elle est moins alcoolisée. Et je crois, à mon avis, que les premières apparitions, disons, j'allais dire publiques, de l'alcool, c'est plutôt à travers la bière que ça se passe. C'est-à-dire, il y a eu des jardins de bière. C'est-à-dire, ça veut dire c'est ouvert au public. Si c'est un jardin, on le voit. Hein, parce que le Méganais était resté quand même
fermé sur lui-même, hein, c'est-à-dire on ne le voyait pas. Mais avec la bière, j'ai l'impression que vers peut-être la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, l'alcool commence à s'installer davantage dans l'espace public. Voilà. Et c'est important, je crois, de noter ça. Voilà. Ce qui fait que, oui, de fil en aiguille, eh on arrive à vers 1900, puis alors plus encore avec la Révolution jeune turque en 1908, à une situation vraiment assez libérale, quoi, concernant l'alcool. Alors, la question finale, c'est l'art républicain, mais bien sûr que Atatürk. Alors, merci beaucoup pour la description de la table de raki de Mustafa Kemal. C'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, les détails, etc. Et je vais te poser la question ainsi là. Est-ce que Atatürk a utilisé l'alcool pour son projet de modernisation de la Turquie ou il a son attitude vis-à-vis de l'alcool, c'était très normal, mais c'était pas un projet pour lui. Je crois que le mot utilisation ou projet, je crois que c'est trop fort. Je crois pas qu'il y avait cette idée-là. Bon, Mustafa Kemal est un buveur ottoman. Voilà, c'est-à-dire qu'il est comme la plupart des militaires et des fonctionnaires de la fin de l'Empire. Il est né en 1881, donc il appartient à la dernière grande génération de l'Empire. Bon, la plupart buvaient sans problème, enfin pas tous. Il y avait une question de personnalité, par exemple. Ismet Inonu, apparemment, lui, Ismet Pacha, celui qui est devenu Ismet Inonu, était, voilà, je crois il avait pas la réputation d'être un buveur. Donc il y a une question de personnalité qui joue, bien sûr, de choix individuels, etc. Enfin, Mustafa Kemal, un buveur ottoman, c'est-à-dire, il buvait à l'ottomane, c'est-à-dire, pas seul, mais avec des amis, en discutant, en bavardant, en grignotant des mezets, etc. Quand il devient président de la République, il continue cette tradition, mais c'est vrai que à partir du moment où il est à Çankaya, eh bien, il y a une tradition qui est ce qu'on appelle Atatürk'ün sofrası, c'est-à-dire la table d'Atatürk à Çankaya, où il avait l'habitude, plusieurs soirs certainement par semaine, de rassembler des amis, des collègues, des ministres, des députés, etc. Et c'était des soirées assez arrosées, disons, ou en tout cas on buvait assez librement. Alors, en fait, donc moi j'ai déjà dit que le raki, c'était diffusé avant, donc il n'y a pas eu de propagande en faveur du raki. Au contraire, si on regarde les choses de plus près, la République a plutôt essayé de promouvoir le vin et la bière, c'est-à-dire à la fois pour des raisons économiques, pour le vignoble, si tu veux, mais en même temps pour des raisons parce que c'était moins alcoolisé, donc on peut dire d'hygiène. C'est-à-dire, la République, elle veut des corps sains, hein, elle veut des jeunes qui font de la gymnastique, par exemple, dont le corps est fort et sain. Donc, il y a en fait, en même temps que il y a une certaine liberté pour boire de l'alcool, il y a en même temps toute une politique pour quand même préserver la jeunesse, pour la maintenir dans un état d'hygiène et de physique, voilà. Donc voilà, c'est pas du tout, la République n'est pas du tout aussi libérale en matière d'alcool qu'on l'imagine généralement. Simplement, lui, Mustafa Kemal buvait bien, il ne s'en cachait pas. Ce qui est important, ça, c'est-à-dire que on a des anecdotes où il se montre au milieu du public avec un verre de raki. On a plusieurs anecdotes à ce sujet-là, en disant voilà, les sultans se cachaient. Moi, je me cache pas. Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire, je crois que l'influence de Mustafa Kemal a été que c'est plutôt un encouragement à ne pas se cacher si on boit. C'est pas un encouragement à boire davantage, c'est un encouragement à ne pas se cacher. Et je rejoins, si l'on boit, je rejoins ce point des analyses du
du grand sociologue Chérif Mardin, qui est mort il y a quelques années, et qui voyait le kémalisme comme une forme de lutte contre ce qu'il appelait l'esprit du mahallé, l'esprit du quartier, c'est-à-dire le contrôle social, c'est-à-dire la société qui surveille les individus, etc. Je pense que c'est pas ça l'esprit de la République. L'esprit de la République, c'est l'État. C'est faire des citoyens. C'est faire des citoyens et non plus des sujets qui habitent dans un quartier où ils sont un peu contrôlés par les imams, par ceci, cela, par le mourtar et tout ça. Et donc, je pense que la politique vis-à-vis de l'alcool rentre un petit peu dans cette catégorie-là. Cela dit, je pense que au cours de ces sofras de Chankaya, c'est vrai que ça permettait à Mustafa Kemal de faire parler un petit peu. Voilà, la vertu du raki, c'est que les gens parlent, c'est-à-dire ça fait parler. Et donc c'est intéressant pour un homme politique de faire parler ses semblables sans qu'ils aient peur du chef, parce que là, la peur du chef, on le sait bien, dans les régimes autoritaires, ça fait qu'il y a une sorte d'omerta, c'est-à-dire que les gens ont peur de parler, ils veulent faire plaisir uniquement au chef, tandis qu'avec le raki, il y a une espèce on se découvre un petit peu, on se lâche, comme on dirait en français, on se lâche un petit peu. Alors c'est possible que c'était un moyen pour lui de savoir un peu mieux ce que pensaient ses collaborateurs, de les faire parler, quoi, voilà. Mais ça va pas plus loin. Je ne crois pas que ça va plus loin que ça. Encore une fois, moi, ce qui me paraît important, c'est que la boisson nationale, d'accord, mais c'est quelque chose qui vient de l'Empire ottoman, qui n'a pas été particulièrement cultivé par la République, pas plus que ça. Simplement, les gens savaient que Mustafa Kemal buvait. Quand selon la formule française, quand le roi boit, c'est voilà une formule, eh bien ça veut dire qu'on a le droit de boire, c'est-à-dire que c'est une forme de légitimation. Quand on voit que le roi boit, eh bien évidemment on se sent un petit peu légitimé, si tu veux, et les notions de péché, de délit, de mal faire, évidemment, elles disparaissent, elles sont moins importantes dans ces conditions. Mais Mustafa Kemal avait été moi je pense que c'était vraiment un buveur ottoman, enfin comme la plupart des gens de sa génération. Et voilà, mais enfin, à la fin de sa vie, je crois qu'il s'est mis à trop boire, malheureusement. Non. Merci beaucoup, François. Alors, alors, ça va publier. On va essayer de traduire le plus tôt possible en turc. Et on a parlé avec professeur François Georgian sur son livre Au pays de Raki, le vin et l'alcool de l'Empire ottoman à la Turquie d'Erdogan. Nous remercions à Monsieur François Georgian et tout à vous. Merci. Au revoir. Salut, Michel.